Réponse. Tu en avais vraiment gros sur le cœur, mon cher. Mais il est tout à fait regrettable que, faisant violence à tes dispositions naturelles, tu n'aies pu te consacrer aux muses. Quelle chaleur dans les expressions, avec quelle transparence évidente, en quelques touches seulement, tu fais jaillir devant les yeux les lieux, les faits et les gens. Tu souffres, tu t'indignes, mon pauvre Marino, et je ne voudrais pas que cette réponse redouble ta souffrance et ton indignation. Mais tu tiens à ce que je t'expose franchement ce que je pense de ton cas. Si je le fais en ce moment, c'est bien pour te contenter, quoique je sois certain que je ne te contenterai pas. D'abord, je résumerai les faits, puis, avec la franchise que tu désires, je t'exposerai mon avis. Par conséquent, procédons par ordre. 1. Personne, signalement et conditions. A. Mademoiselle Anita. 26 ans, elle en porte 20 à peine. Bon, mais elle en a tout de même 26 et sonnée. Brune, yeux nocturnes. Dans ses yeux, la nuit se recueille, profonde. Lèvres de corail. Bon. Mais le nez, mon ami. Tu ne me parles pas du nez. Chez les brunes, regarde le nez avant tout, et spécialement les ailes du nez. Je suis sûr que mademoiselle Anita l'a un peu retroussé. Je ne te dis pas qu'il soit laid. Disons même un petit nez, mais retroussé. Aux ailes, plutôt un tantinet charnu, qui se dilate assez quand elle serre les dents, quand elle fixe les yeux dans le vide, et pousse à travers les narines un long soupir silencieux. As-tu remarqué comment ses yeux se voilent et changent de couleur quand elle pousse un de ces soupirs silencieux? Elle a beaucoup souffert, mademoiselle Anita, car elle est intelligente. Elle vivait à l'aise du vivant de son père. À présent, depuis la mort de son père, elle est pauvre. Et 26 ans. Petit nez droit et yeux nocturnes. Poursuivons. B. Mon ami Marino. 24 ans, 2 ans de moins que mademoiselle Anita, qui en porte à peine 20, peut-être à cause de cela. Pauvre lui aussi. Orphelin de père, lui aussi. Triste chose, mais auquel on tient quand on les partage avec une personne chère. Identité qui semble des prédestinations. Mais l'ami Marino, tout orphelin et pauvre qu'il soit, a une maman et une sœur à entretenir. Orpheline et pauvre, mademoiselle Anita a aussi une maman, mais elle ne l'entretient pas. C'est le commandeur Ballesi qui se charge de cet entretien. Bien entendu, mon ami Marino déteste ce commandeur Ballesi. Tête chaude, cœur ardent, paroles extrêmement faciles, colorées, fascinantes, tout comme le regard de ses beaux yeux d'un bleu de lin. Disons que mon ami Marino est le jour et que mademoiselle Anita est la nuit. Le premier a la blondeur du soleil dans les cheveux et le ciel d'azur dans les yeux. La seconde, dans les yeux 2 étoiles et la nuit dans les cheveux. J'ai idée qu'en parlant à un poète, je ne pourrais pas m'exprimer mieux que cela. Poursuivons. Forcé par la nécessité d'être sage, mon ami Marino ne peut commettre la folie, tant que dureront les conditions présentes, et elles dureront un bout de temps, d'endosser le fardeau d'une 3e femme. Il lui faut donc laisser celle qui pèserait le moins. Peut-être ce 3e poids lui ferait-il trouver plus légers les 2 autres, qu'il ne peut ni n'oserait secouer. Mais d'aucuns pensent qu'il est difficile d'avoir ses aises et de rester d'accord quand on est 3 sur les mêmes épaules. Et lui, sage par la force des choses, est obligé de le reconnaître. C. Le commandeur Ballesi. Vieil ami de feu le père de mademoiselle Anita. 66 ans. Tout petit, mince, mince. Des jambes comme 2 doigts, mais armées de talons impérieux.
Grosse tête, grosse moustache tombante, sous lesquelles non seulement la bouche disparaît, mais aussi le menton, si tant est qu'on puisse dire que le commandeur est vraiment un menton. Des sourcils épais toujours froncés et un doigt souvent dans le nez. Ce doigt pense aussi les poils des sourcils. C'est une sorte de bombarde bourrée de pensées, le commandeur Ballesi. Le destin financier de l'Italie nouvelle est dans ces petits points d'acier. Or, on ne sait ni comment ni pourquoi, brusquement, le commandeur Ballesi a cru bon de transformer son amour paternel pour mademoiselle Anita en un amour d'un autre genre, et il l'a demandé en mariage. Mademoiselle Anita a mis en pièces plusieurs mouchoirs, de ses mains et de ses dents. Plus que de l'indignation, elle éprouvait de la honte, du dégoût, de l'horreur. Sa maman a pleuré. Pourquoi a-t-elle pleuré, cette maman? De joie, a-t-elle dit. Mais de joie, on ne pleure pas beaucoup, si tant est qu'on pleure. Et puis on rit. La maman de mademoiselle Anita a beaucoup pleuré et ne rit plus. On y soit qui mal y pense. Et venons-en au dernier personnage. D. Nicolino Respi. 30 ans, solide, athlétique, nageur et cavalier célèbre, canotier, escrimeur. Et puis impudent, d'une ignorance crasse, joueur, coureur. Dis un peu, cher ami. Et j'en passe. Je connais Nicolino Respi, et je partage ton jugement et ton indignation. Mais ne crois pas que je lui donne tort pour autant. Poursuivons par ordre. 2. Le lieu et le fait. La plage d'Anzio, l'été, par une nuit de lune. Tu m'en as fait une telle description que je ne me risquerai pas à la décrire à mon tour. Simplement, trop d'étoiles, mon cher. Avec une lune du 15e jour. On n'en voit pas beaucoup. Mais un poète est capable de voir des étoiles quand personne n'en voit, et vice-versa, de ne pas voir d'autre chose que tout le monde voit. Le commandeur Ballesi, retenu à Rome par ses occupations, va et vient. Nicolino Respi s'est installé à Anzio pour se baigner et jouer, et il donne ses prouesses en spectacle le matin dans l'eau et le soir au tapis vert. Mademoiselle Anita a besoin d'éteindre la flamme de son indignation et par conséquent s'attarde beaucoup au bain. Elle est incapable, bien sûr, de rivaliser avec Nicolino Respi. Néanmoins, en bonne nageuse, un matin, elle s'éloigne de la plage pour se mesurer avec lui. Ils s'en vont. Sur la plage, tous les baigneurs suivent anxieusement cette compétition, d'abord à l'œil nu, puis à la lorgnette. À un certain moment, la maman ne regarde plus. Elle commence à être prise d'angoisse. Mon Dieu, comment sa fille fera-t-elle pour revenir de si loin? Certainement, le souffle lui manquera. Mon Dieu, où est-elle? Mon Dieu, qu'elle est loin, on ne la voit plus. Il faut aller tout de suite à son secours, par pitié. Une barque! Au secours! Quelqu'un tout de suite! Et tant elle fait et tant elle dit qu'à la fin, 2 braves jeunes gens s'élancent héroïquement dans un canot, et vite, à 4 avirons. Sainte aspiration, car mademoiselle Anita, peu après le départ des jeunes gens, est saisie d'une crampe à la jambe, et pousse un cri. Nicolino Respi accourt en 2 brassées et la soutient. Mais mademoiselle Anita est sur le point de s'évanouir et s'agrippe à son cou désespérément. Nicolino se voit perdu. Il va couler avec elle. Dans sa rage, pour qu'elle le lâche, il lui mord férocement le cou. Alors, mademoiselle Anita s'abandonne, inerte. Il peut donc la soutenir. Les forces vont lui manquer quand le canot survient. Le sauvetage est terminé. Mais mademoiselle Anita est obligée de soigner cette morsure pendant 1 semaine. Ce sont des impressions qui vous restent, mon cher Marino.
Plusieurs jours durant, mademoiselle Anita peut à peine remuer le cou. Cependant, elle ne peut pas dire que Nicolino Respi mord mal. Et cette morsure ne peut pas lui déplaire, puisque c'est à elle qu'elle doit son salut. Tout cela, vraiment, c'est l'antefacte. Ou peut-être que non, c'est selon, car tout dépend de comment et à partir d'où l'on découpe les faits. Quand tu es arrivé à Anzio, la mort dans l'âme, mon cher Marino, par cette soirée magnifique de lune, pour avoir un dernier rendez-vous avec mademoiselle Anita, déjà fiancée officiellement avec le commandeur Ballesi. Elle portait encore au cou l'empreinte des dents de Nicolino Respi. D'après son propre aveu, elle te suivit docilement le long de la plage, se perdit avec toi dans le lointain des sables déserts, jusqu'au gros rocher ensablé, là-bas, tout là-bas. Tous deux, sous la lune, bras dessus, bras dessous, enivrés de la brise marine, étourdis par le perpétuel fracas assourdi de l'écume argentée. Que lui as-tu dit? Je sais, tout ton amour et tout ton tourment, et tu lui as proposé de se révolter contre l'infâme marchandage de cet odieux vieillard et d'accepter ta pauvreté. Mais elle, mon cher, enflammée, bouleversée, déchirée par tes propos, ne pouvait pas accepter ta pauvreté. Elle voulait bien au contraire accepter ton amour et se venger grâce à lui, d'avance, ce soir même, de l'infâme abus de ce vieillard qui voulait se rembourser sur sa personne, en usurier, de ses si longs bienfaits. Toi, honnêtement, noblement, tu lui as interdit cette vengeance. Cher ami, je ne le mets pas en doute, tu t'es sauvé comme un fou. Mais tu n'as pas semblé fou du tout à mademoiselle Anita, qui restait seule, là-bas, sur le sable, à l'ombre de ce rocher, crois-moi bien, quand tu fuyais le long de la plage de façon si inconvenante. Tu lui as fait l'effet d'un benet et d'un rustre. Et par malchance, pauvre Marino, sur le rocher, ce soir-là, quelqu'un jouissait tout doux, à cause de tes poches vides, du joli clair de lune, et se riait aussi du spectacle de ta fuite. C'était Nicolino Respi, celui de la morsure et du sauvetage. 3 mots et un éclat de rire lui suffirent, de là-haut. Quel imbécile, n'est-ce pas, mademoiselle? Et il sauta en bas. Peu après, tu eus, tout comme le commandeur Ballesi, arrivé très tard de Rome, le plaisir de surprendre Nicolino Respi sous la lune, bras dessus, bras dessous, avec mademoiselle Anita. Toi à l'aller et lui au retour. Quoi de plus doux? L'aller ou le retour? Et voici que survient le plus original, cher ami. 3. Explication. Tu crois, cher Marino, avoir souffert d'une atroce désillusion, car tu as vu à l'improviste mademoiselle Anita affreusement différente de celle que tu connaissais, de celle qu'elle était pour toi. À présent, tu es parfaitement certain que mademoiselle Anita était tout autre. Fort bien. Une autre. Mademoiselle Anita l'est certainement. Non seulement, mais autant et autant d'autres, cher ami, que sont ceux qui la connaissent et qu'elle connaît. Sais-tu en quoi consiste ton erreur fondamentale? De croire que tout en étant autre que ce que tu pensais, et tant d'autres, comme je le pense personnellement, mademoiselle Anita n'est même pas maintenant celle que tu connaissais. Mademoiselle Anita est celle-là, est une autre, et tant d'autres, car tu admettras tout de même bien que celle qu'elle est pour moi n'est pas celle qu'elle est pour toi, celle qu'elle est pour sa mère, celle qu'elle est pour le commandeur Ballesi, et pour tous ceux qui la connaissent, chacun à sa façon. Eh bien, regarde. Chacun, selon la façon dont il la connaît,
lui donne une réalité, n'est-ce pas? Toutes ces réalités, cher ami, font donc réellement, et non pas par façon de parler, mademoiselle Anita une pour toi, une pour moi, une pour sa mère, une pour le commandeur Ballesi, et ainsi de suite. Chacun de nous gardant l'illusion que la véritable mademoiselle Anita est la seule que nous connaissions. Et elle aussi, elle surtout, nourrit l'illusion d'être une, toujours la même pour tout le monde. Sais-tu de quoi provient cette illusion, mon cher ami? Du fait que nous croyons de bonne foi être tout entier, chaque fois, dans chacun de nos actes, alors qu'il n'en est rien, hélas. Et nous nous en apercevons quand, par malheur, nous demeurons accrochés et pendus brusquement à un acte parmi tous ceux que nous accomplissons. Nous nous apercevons bien, dirais-je, que nous ne sommes pas tout entiers dans cet acte, et que ce serait une atroce injustice que de nous juger d'après cet acte seul, de nous garder accrochés et pendus à lui, cloués à ce pilori, pour notre existence entière, comme si cette dernière se totalisait exclusivement dans ce seul acte. Or, c'est cette injustice que tu es en train de commettre, justement, mon cher ami, aux dépens de mademoiselle Anita. Tu l'as surprise dans une réalité différente de celle que tu lui donnais. Et tu voudrais croire maintenant que sa réalité n'est pas la jolie que tu lui donnais auparavant, mais la vilaine dans laquelle tu l'as surprise, tout comme le commandeur Ballesi, de retour du rocher avec Nicolino Respi. Ce n'est pas pour rien, mon cher ami, que tu ne m'as jamais parlé du petit nez retroussé de mademoiselle Anita. Ce petit nez ne t'appartenait pas. Ce petit nez n'était pas à ton Anita. À toi, ses petits yeux nocturnes, son cœur passionné, son intelligence raffinée. Non pas ce petit nez hardi, aux ailes plutôt un tantinet charnu. Ce petit nez frémissait encore au souvenir de la morsure de Nicolino Respi. Qui sait comme il pleure, à présent, ses yeux nocturnes, comme ce cœur passionné saigne, et comme cette intelligence raffinée se révolte. J'entends tout ce qui t'appartient en elle. Ah, crois-moi, Marino, l'aller au rocher fut infiniment plus doux pour elle que le retour avec Nicolino Respi. Il faut absolument garder cette certitude et te disposer à imiter le commandeur Ballesi, lequel, tu verras, pardonnera et épousera mademoiselle Anita. Mais n'exige pas qu'elle soit une et toute pour toi. Elle sera une et toute pour toi le plus sincèrement du monde, et une autre pour le commandeur Ballesi tout aussi sincèrement. Car il n'y a pas une seule mademoiselle ou madame Anita, mon cher ami. Ce n'est pas joli, mais c'est ainsi. Et tâche que Nicolino Respi, en montrant les dents, n'aille pas rendre visite à ce petit nez retroussé.